Qu'est-ce que tu as appris à côtoyer les enfants? De fréquenter ce jeune public-là. Ça m'a appris d'abord de ne pas en avoir peur, même si des fois il peut avoir une écoute fragile. J'ai compris aussi qu'ils comprennent énormément de choses de manière consciente et inconsciente. Ils ont cette ouverture-là, il y a une curiosité. C'est quoi le fil rouge que tu vois quand tu regardes tout ton parcours? C'est des questions. Je suis une poseuse de questions. Je considère que je suis une poseuse de questions, mais je ne donne jamais les réponses. Ça te fait quoi de revenir ici? Bien, c'est très nostalgique. Parce qu'on a joué souvent ici. Puis j'étais quand même très impliqué ici pendant plusieurs années. C'est sûr, mais surtout la scène. T'sais. Puis à un moment donné, tu dis toujours, c'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être la dernière fois. Je suis Gervais Gaudreau, metteur en scène, et j'ai cofondé avec la dramaturge Suzanne Lebeau le Carrousel Compagnie de théâtre. Alors, je m'appelle André Laliberté. Je suis une espèce de touche-à-tout en théâtre de marionnette. J'ai été directeur du Théâtre de l'Œil pendant une cinquantaine d'années, entre autres. Maintenant, je suis retraité. Je suis Monique Rioux. Je suis comédienne, metteur en scène, animatrice de médiation culturelle. J'ai cofondé le Théâtre de la Marmaille avec Daniel Meyer, France Bertil. Et voilà. Je suis né en 1952, donc vous pouvez additionner tout ça parce qu'on ne soustrait pas, on additionne avec le temps. Et je suis né à Chicoutimi, donc dans le Saguenay. Chicoutimi veut dire en amérindien « jusqu'où la rivière est profonde ». Et j'ai passé une grande partie de ma vie. Mon grand-père avait un édifice sur la rue principale tout près du Saguenay. Et pendant de nombreuses années, on habitait un appartement qui était sur le bord du Saguenay. Donc, ça fait partie de mon imaginaire, presque ce fleuve. Je suis née en 1942, le 11 mai, à Montréal, dans le quartier Villeray. Ma mère était infirmière. Quand elle a eu ses enfants, elle a continué à pratiquer un petit peu, surtout quand mon plus jeune frère a eu 9 ans. Elle a dit à mon père, « Moi aussi, je veux travailler ». Elle a travaillé à l'extérieur, à l'hôpital Sainte-Justine. C'était son alma mater. C'est là qu'elle a étudié, à Sainte-Justine. Mon père était organisateur de la Société du bon parler français. C'était une société qui faisait la promotion du bon parler, de la langue française. Alors André, ton histoire commence avec beaucoup de neige en 1947. C'est vrai, je suis né dans une tempête de neige, à Rouyn-Noranda. Ils sont gros, ces tempêtes de neige là-bas. Puis d'ailleurs, juste avant ma fête, cette année, il y avait une tempête de neige. Puis j'étais à la fenêtre, puis je regardais ça, puis je me sentais comme dans le ventre de ma mère. Très protégé. C'est tellement apaisant, une tempête. Parce que t'es pas né un jour ordinaire. Non, à la Saint-Valentin. Alors, les infirmières voulaient que je m'appelle Valentin. Heureusement, ma mère a résisté. Dans quel milieu est-ce que tu grandis? Dès ma naissance, je suis parti de l'Abitibi. Les tempêtes, j'aime ça, mais pas même. Puis on était dans le village de ma mère, qui était à Saint-Alexandre de Kamouraska. Et c'est là que j'ai vécu ma prime jeunesse jusqu'à 8 ans. C'est là que mon père avait un commerce d'alimentation. Il a fait faillite. On est venu à Montréal, puis là, il y a eu 56 misères, 56 métiers. Mais il a fini toujours par se débrouiller. Donc on était vraiment loin d'être riche. C'était un milieu culturel assez minime, disons. Mais ma mère aimait beaucoup la lecture, aimait beaucoup le cinéma, aimait beaucoup le théâtre. Et avait une sensibilité artistique. Mon enfance, c'est ça, c'est très varié. Parce que jusqu'à 8 ans, on vivait dehors. C'est à Saint-Alexandre que j'ai vu mes premières marionnettes, Pépino et Capucine. C'est vrai? Oui, parce que une de mes petites voisines, il était le premier à avoir la télévision dans le village. Puis alors le dimanche, j'allais voir Pépino et Capucine chez eux. Et je pense que c'est de là que j'ai pris mon goût pour la marionnette, aussi la boîte à surprise, tout ce monde magique. Le début de la télévision, c'était fabuleux quand même, au niveau de la jeunesse. Puis de la jeunesse qu'on questionnerait aujourd'hui, parce que des fois, c'était des blagues qui n'étaient pas vraiment pour les jeunes, c'était pour les adultes. Enfin, c'était une autre époque. Et quand j'avais 4 ans,
J'ai suivi des cours de diction à Montréal et on m'a appris la fable de La Fontaine, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. J'ai dit ça, cette fable-là, à 4 ans, dans un spectacle de fin d'année. Et ce que je faisais, c'est que je disais ça, la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, dans le quartier Villeray. Alors, on habitait au 2e ou au 3e étage. Alors, je récitais, je chantais sur le balcon pour les voisins, les voisines. Ça, je me souviens très, très bien. J'ai fait ça jusqu'à l'âge de 5 ans, jusqu'à ce que je déménage à Longueuil. J'avais beaucoup de plaisir à faire ça, oui. Et ça a été déterminant. Et comment tu passes ton temps, donc, à Longueuil quand tu es jeune? Oui, j'avais une cour, un garage. Et le garage faisait partie du décor. Je me rappelle d'avoir monté Blanche-Neige, j'avais 11 ans. Et une de mes voisines, qui est devenue une collaboratrice avec moi en France, France Mercille, elle était dans les petits nains de Blanche-Neige, alors, et avec ses sœurs et ses frères. Et quand on jouait Blanche-Neige, à un moment donné, le public était assis à une place, puis à un moment donné, on leur dit, ben non, on va changer de place. Le public, avec leurs chaises, changeait de place. Donc, ils avaient un point de vue différent du décor. Alors, ils étaient au début face au garage avec la sorcière et ils changeaient de place pour être face au château. Quand j'ai fait ce genre de mise en scène-là, au Demonde, en fait, à la Marmaille, je me suis rappelé de ce moment-là. Mon père chantait, faisait partie de la chorale à la cathédrale de Chicoutimi. Et je peux dire que ma première expérience de scène, je peux conter quand même une anecdote qui, pour moi, a été marquante. C'était à la messe de Noël. Je chantais le Jésus Bambino. Donc, un solo. On termine la finale en faisant « Honneur et gloire ». Puis le chœur reprend « Jésus Rédempteur ». Et ce soir-là, je vois la foule, tout ça, et j'avais répété, je savais très bien quoi faire. Et là, je fais « Honneur et gloire ». Je regardais la voûte, les anges, puis après un long moment, je descends dans la nef, et là, il y a des gens qui se tournaient puis qui regardaient. Et là, je les vois me regarder, et là, je fais comme si je retombais sur mes pieds. Et là, j'étais dans un état, et j'avais la sensation, en chantant, que je volais. J'étais incapable d'arrêter. Et là, mon père vient à côté de moi, puis il dit un point d'orgue, c'est pas un point de suspension. Tu comprends? Tu te fais attendre tout le monde. Tu t'assois, tu te calmes. Puis là, je suis resté là, mais c'est passé un peu au-dessus de moi. Je suis resté très longtemps dans un état second. Tu sais, quand on pense comme acteur, le travail de mémoire sensorielle, ou quand je travaillais sur la voix, je redécouvre, peut-être pas parfaitement, mais cette sensation-là, quand je fais des sons tenus, l'espèce d'aisance que ça provoque, ma mémoire sensorielle vient de là. Fait qu'est-ce qui t'amène à l'hôpital Sainte-Justine à l'âge de 13 ans? Je traverse la rue un matin à 8h05. Je me fais frapper par une voiture qui me traîne pendant 30 pieds. Et je ne perds pas conscience. Mais sauf que, comme il m'a traîné, je vois mon tibia. Puis là, j'étais là, je dis, bon, ben, allez prévenir mes parents, j'habite à côté, mais dites-leur que c'est pas grave. Puis je veux aller à l'hôpital Sainte-Justine. Pourquoi j'ai dit ça? Probablement, j'avais vu une émission de télévision, c'est le début de Sainte-Justine. Puis finalement, je suis arrivé à Sainte-Justine où j'ai été patient assez longtemps. Combien de temps? Au moins 6 mois. Un jour, tu es dans ta chambre d'hôpital, puis on vient te chercher. Oui, on dit, bon, les enfants qui peuvent se déplacer ou qu'on peut amener en chaise roulante, on va descendre en bas, il y a un spectacle de marionnettes. Là, je vois Nikos, le trésor, le ballet sous-marin de Michel Legendre avec la musique de M. Piqui. Et ça me semblait absolument incroyable, prodigieux. C'était l'émerveillement total. Moi, j'avais jamais vu ça en vrai. Tout ce que je connaissais, c'était Pépino et Capucine, puis quelques émissions de télévision. Puis par hasard, 2 ans plus tard, dans ma classe, il y a un garçon dont le père travaillait dans un théâtre de marionnettes. Puis il dit « Ah, je suis bien embêté, il faut que j'aille surveiller le Castellet du théâtre de mon père parce qu'il y a une danse dans l'auditorium, puis on joue demain. »
Puis genre, moi, je veux pas y aller, genre, on a un examen. Puis, bon, je dis, moi, je vais y aller pour toi. Tu sais, j'étudie jamais. Et finalement, j'arrive dans le gymnase. Puis là, je reconnais le Castellet que j'avais vu 2 ans plus tôt, de Michel Legendre. Puis là, toutes les marionnettes que j'avais vues, c'est moi qui surveillais ça. Puis Michel Legendre est venu dans la soirée pour surveiller le surveillant. Puis là, j'ai dit, ah, j'aimerais ça faire la marionnette. Elle dit, ouais, OK, tu peux venir. On habitait dans le même quartier. Ben, elle habitait Outremont en haut. Moi, j'habitais Hutchison, côté Montréal. Et pendant des années, j'ai monté la côte pour aller chez elle, répéter, faire répéter après. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai travaillé chez elle pendant 10 ans. Et pourquoi tu quittes Chicoutimi après ça? Pour aller étudier à l'École nationale de théâtre. C'est un rêve? Oui, le rêve, c'était un désir profond, je dirais, plus qu'un rêve. De la troupe de théâtre, on avait été 3 sur une classe de 16 acceptés dans la même classe. C'est quand même incroyable. De Chicoutimi? De Chicoutimi, de la même gang, comme on dit. J'ai profité énormément de mon année à l'école parce qu'après la première année, il y avait des renvois et le directeur de l'époque, André Pagé, m'a dit « Gervais, va travailler, t'es prêt. » Mais moi, là, j'ai eu un vertige. Pour la première fois dans ma vie, j'ai eu un vertige, j'ai perdu pied. Ça m'a bouleversé énormément, ça. C'est très stressant dans les écoles quand il y a des renvois. On est très liés et je me souviens qu'il y en a qui pleuraient, qui faisaient des scènes. Puis moi, je consolais un peu les gens. Puis tout le monde disait, on sait bien, toi, Gervais, tu ne seras pas renvoyé. Les gens me disaient ça. Et ceux que je consolais, ils n'ont pas été renvoyés du tout, tu comprends? Et très tôt, tu fondes ta propre école, le Studio Monique Rioux. La première année que j'ai commencé à enseigner, j'enseignais ce que j'avais appris. J'étudiais chez Mme Audet et chez Lucie de Vienne-Blanc. Alors, j'apprenais aux enfants à dire des poèmes. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est pas suffisant. Ces enfants-là, d'abord, les poèmes, je leur demandais de les dessiner. Ce qu'il y avait dans le poème, d'imaginer ce qui se passait dedans, puis de me faire des dessins de poèmes. Ensuite, je me suis dit, c'est bien beau, mais j'aimerais ça que les enfants soient capables de dire ce qu'ils ont en dedans d'eux, de s'exprimer. Avant de créer la marmaille, j'étais pas vieille. Là. C'était peut-être 1 an avant d'entrer à l'école. J'avais amené mes élèves pour voir une exposition de Rodin, de sculpture et de dessin de Rodin. Et je leur avais dit, regardez bien, vous allez choisir une des sculptures ou un des dessins, vous allez devenir le personnage culte. C'était incroyable, c'était la première médiation culturelle. Et quand tu commences aux Marionnettes de Montréal, t'es juste un apprenti? Oui, au début, je me promenais avec eux. Quand ils allaient jouer, j'allais à traîner les marionnettes. Je n'étais pas payé, c'est sûr. Puis à un moment donné, il manquait une paire de bras pour faire un petit moineau. Alors Michel me dit, monte. Alors je suis monté, j'ai pris le petit moineau. Puis c'est là que j'ai appris qu'un petit moineau, ça ne volait pas à reculons. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Mon père, il regardait ça d'un œil sceptique. Mais mon père, la relation avec les arts, ça a été compliqué. Il trouvait ça niaiseux, là. Ma mère, elle, oui, elle trouvait ça bien, tout à fait intéressant. Pourquoi pas? C'est sûr que ma mère avait rencontré Bustier. Ma mère avait été voir pour être sûre que c'était correct. Puis je pense qu'il y a ça qui a joué un peu dans notre relation. Mais le fait aussi, je pense que Michel n'a jamais eu d'enfant. Peut-être comme adopté sans le savoir, là, que j'ai comme été substitut. Puis après ça, je me suis quand même, comme j'étais très longtemps, j'ai travaillé dans plusieurs spectacles. C'est une technique très particulière et assez difficile et qui demande du temps. Puis quand j'ai eu un apprentissage c'est moi qui donnais les ateliers pour former des nouveaux marionnettistes. Là, je suis payé, puis je te dis qu'on joue, on n'est pas payé cher pour ce qu'on fait. Hein. Le programme, en été, on faisait Tintin au Jardin des Merveilles, de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du Travail, 6 jours semaine, 3 fois par jour, des fois 5 fois par jour. Le même spectacle. La journée de congé, quand on avait le lundi en été, c'était pour aller au cadre de jeunesse musicale pour faire des spectacles. Et comment tu gagnes ta vie à cette époque-là? D'abord, assez rapidement, il y avait les projets d'été et j'avais travaillé durant l'été et j'étais un peu fourmi, j'avais économisé.
Je savais que je pouvais payer mes cours et que je pouvais vivre quand même plusieurs mois. Avec une qui était avec l'école, Muriel Paquette, elle m'avait dit il y a des auditions, Gervais, tout ça. Alors, elle n'avait pas été prise. Moi, j'avais été pris, oui. J'avais travaillé au Théâtre de l'Oiseau. C'était Micheline Pomorensky. C'est là que j'ai connu Suzanne. On a tourné pendant, 2 ans. 120 en 4 mois, ça carburait, hein. On jouait donc le matin. On jouait le matin, l'après-midi, 5 jours semaine et des fois la fin de semaine dans d'autres endroits. Et comment t'en arrives à fonder le Théâtre de l'Œil avec Francine Saint-Aubin? Après le marionnette de Montréal, j'ai pris un petit break. J'étais presque 1 an au Mexique. Puis en revenant, j'ai une de mes amies qui avait fait une initiative locale. C'était des bourses qu'on avait du fédéral. C'était pour faire des projets l'été pour les jeunes. Tu sais. Puis mon ami avait fait un projet de faire des marionnettes à des handicapés et de faire de la tournée. C'était une idée un peu farfelue, parce que là, de faire de la tournée avec des gens en chaise roulante, puis en tout cas, c'était compliqué. Mais j'ai embarqué dans le projet, puis Francine était dans ce projet-là aussi. Puis au bout d'un bout de temps, je me suis dit, oui, moi j'aimerais ça continuer, mais pas dans une initiative locale comme ça, pas avec des contraintes de cette façon-là, ça n'a pas de bon sens. Puis Francine a dit, moi aussi. Puis c'est comme ça qu'on a fondé le Théâtre de l'Œil. Mais au bout d'1 an, Francine s'est dit, non, c'est pas pour moi. Mais vous avez quand même monté un premier spectacle ensemble. Oui. Les mésaventures de la perdrix blanche. Alors, qu'est-ce que ça raconte, ça? Oh mon Dieu, c'est une histoire très banale. C'est basé sur des contes inuits, puis un conte de La Fontaine aussi, enfin une reprise de La Fontaine. Puis l'histoire, c'est une perdrix qui essaie de couver ses œufs, puis il y avait le renard qui voulait l'y prendre. Ce genre de quiproquo. Où est-ce que vous avez joué ça? Dans les gymnases. Une salle paroissiale, un gymnase. Un petit théâtre. Moi, j'ai retrouvé combien ça coûtait un cachet pour une représentation d'une perdrix. 125 pièces. Pour une représentation, c'était 80 $. Ah oui, c'est vrai. Au début, c'était 80. On a monté vite, là. Mais sais-tu comment le Théâtre de l'Œil vivait? Mais moi, je faisais une émission de télévision par jour, par semaine. Une fleur m'a dit. Puis le cachet, bien, c'était pour le Théâtre de l'Œil. C'était ça. Directement. C'était l'époque. Parle-moi des ateliers du CAD. Comment ça arrive, ça? À l'époque, j'étais mariée avec un psychologue. Et en fait, lui a suivi des cours de psychodrame analytique, qu'il appelait. J'ai eu accès à ça avec une psychologue qui s'appelait Carmen Desfrancs, que j'ai adorée. Moi, j'ai eu un problème dans ma jeunesse, à 8 ans. J'ai eu un problème d'intimidation assez grave. Et ça s'est passé dans un terrain de jeu à Longueuil. Et à Longueuil, ce terrain de jeu-là, c'était la ville de Longueuil. Hein? C'était petit, Longueuil. Et pour moi, les enfants qui m'avaient fait cette intimidation avec l'appui d'une monitrice, et ça a été terrible. À 8 ans, je t'avoue que ça m'a chamboulée jusqu'à l'âge de 15 ans, à peu près, cette histoire-là. Quand je suis allée faire des séances de psychodrame, bien évidemment, j'en ai parlé de ça. Le psychodrame, c'est ça. C'est un adulte, un enfant ou un autre adulte qui souffle à l'oreille de l'adulte quoi dire et quoi faire. Il va dire, tu vas être un père, tu vas être mon père, et je vais te souffler à l'oreille quoi dire et quoi faire. Cette histoire-là d'intimidation m'a suivie très, très longtemps. Et même, je pense que j'étais à l'école, puis j'étais encore pris par ça. Le fait d'avoir travaillé avec Carmen Desfrancs en duo avec quelqu'un qui pouvait jouer un personnage de cette histoire-là, un personnage à qui je me confiais, je me suis dit, c'est une technique qui est intéressante, qu'on pourrait faire avec les enfants. Moi, je l'ai fait adulte, mais là, je pourrais le faire l'adulte, ça peut être un comédien, et je peux travailler avec des enfants
qui souffle à l'oreille quoi dire et quoi faire à un personnage. Le personnage, c'est l'enfant qui choisit. Là, c'est dans différentes situations. Ça, c'est une technique que j'ai utilisée par après en sortant d'école et c'est la technique qui a été à la base de la marmaille et, disons, subventionnée par le Centre d'essai des auteurs dramatiques. Alors, il lui fait dire ce qu'il veut. Il lui fait dire et comment il doit marcher, comment il parle, le décor autour de lui. C'est l'enfant qui décide de tout, de la scéno, de tout. Alors moi, j'étais, membre du conseil d'administration et j'ai expliqué aux gens qui étaient là, il y avait Claude Deslandes, je me rappelle, qui était là, Jean-Luc Bastien était là aussi. Et je leur ai expliqué ce que je voulais faire, mais inspiré des techniques de psychodrame. Je ne le disais pas trop fort, ça, parce que je dis, je ne suis pas une psychologue, je ne voulais pas me prendre pour une psychologue. C'était pas l'objectif, c'était de faire parler les enfants de différents milieux sociaux. Alors là, moi, la première fois que j'ai fait ça, ça a été 4 fins de semaine, en janvier 73. Pendant ces fins de semaine-là, il y avait une sténodactylo qui prenait tout en note. C'était à l'époque. Hein? Ce que j'avais fait, c'est que je choisissais 6 enfants différents chaque fin de semaine. 6 comédiens jumelés à ces enfants-là. Une animatrice en art plastique, et c'était ma sœur Diane. Puis il y avait des auteurs qui regardaient. L'objectif, c'était de faire écrire des auteurs. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu de textes pour enfants. Avec des enfants, évidemment, des enfants qui suivaient des cours avec moi, qui étaient donc habitués à faire de l'impro, mais pas nécessairement de cette façon-là. Enfants qui soufflent à l'oreille du comédien quoi dire et quoi faire. Ben, ça marchait très bien. Et moi, j'avais dit aux gens qui étaient avec moi, France, Daniel Meyer, il y avait Gérard Cossette qui était Janine Lefebvre, des étudiants à moi à l'UQAM. Alors, j'avais dit, peut-être que si sort de ça un show, un texte, peut-être qu'on va le monter, puis ça va être le début d'une troupe. Et là, si je te dis 28 décembre 1974, qu'est-ce qui se passe? Je me marie. Voilà, je me suis marié avec une femme d'exception qui est tout un numéro, quand même, Suzanne Lebeau. Voilà, je lui ai dit un jour, parce qu'on jouait dans le spectacle, elle avait une robe magnifique, j'ai dit, « Tu es tellement belle comme ça que je t'épouserai. » Alors, elle m'a pris au sérieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. On s'entendait énormément dans le travail, quand même si on était, je dirais, comme 2 pôles opposés. On n'avait pas les mêmes forces, mais je pense qu'ensemble, ça fonctionnait. Il y avait une complémentarité. On aimait beaucoup d'abord le contact avec les jeunes publics. Beaucoup, puis un vrai contact. Tu sais, donc, d'être capable, quand tu racontes quelque chose, tu ne racontes pas quelque chose par-dessus leur tête, de vraiment parler à ce public-là. C'est ici, maintenant. Donc, tu dois communiquer à un public. Je pense que, tu sais, ça s'est fait inconsciemment. Tout ça, c'est comme assemblé, si tu veux. Pour faire votre premier spectacle, Suzanne et toi, vous mettez 100 $ chacun, et il y en a d'autres aussi qui investissent. Oui, comme son père, sa sœur, Françoise, qui avait mis plus, qui venait d'avoir un premier travail comme avocate et sortait du barreau, et le frère de Suzanne, oui, on a ramassé 500 $, je crois. Ben, ça permettait, si tu veux, de payer un peu le concepteur à peine de la colle. C'est le père de Suzanne qui avait bâti tous les décors. Le scénographe qui avait travaillé à l'école avait pu prendre certains costumes dans le cagibi de l'école. Tu sais. Le premier spectacle, c'était d'abord « Tijan voudrait bien se marier, mais » pour les plus vieux. Et après, on a monté le jardin qui s'anime. Tijan, il y avait une fenêtre avec 2 pattes qui la retenaient. Il y avait une porte, un paravent en jeu derrière, c'est tout. Tout se passait dans le jeu d'acteurs et la relation au public, si tu veux. Et c'est un théâtre où Suzanne aussi travaillait la participation. Avec les enfants, Suzanne
improvisait, connaissait le texte, le faisait débouler à l'envers, elle revenait sur ses trucs, était d'une liberté et elle prenait, dès qu'il y avait une remarque d'un enfant, elle l'entendait et elle réagissait tout de suite. C'était une écoute exceptionnelle, si tu veux. Le tour du chapeau, ça venait directement d'ateliers d'écriture. Ensuite, avec des enfants de milieux défavorisés, on a fait C'est assez plate. Ça s'appelait C'est assez plate. Et en milieu favorisé, ça s'appelait Tu viendras pas patiner dans ma cour. Et C'est assez plate, on n'a jamais pu jouer devant le public, c'était bien trop irrévérencieux. On ne pouvait pas jouer devant le public. On l'a joué pour les gens de la QJT. Ben, écoute, la façon dont les enfants parlaient, évidemment, ils parlaient de la condition de vie de leurs parents. La mère travaillait à l'usine, elle s'était fait chasser par le patron, et c'était vraiment, ça finissait par un rire jaune. Là, j'ai eu des découvertes incroyables. J'ai découvert que les enfants de milieux défavorisés, les personnages qu'ils choisissaient, c'était des personnages près de leur milieu, c'est un peu normal. Tandis qu'en milieu favorisé, tu avais comme personnage un monstre dans un thermomètre. Tu avais comme personnage une reine patineuse. Moi, à l'époque, j'avais dit au prof qui était là, j'ai dit, on va faire l'avant-midi, puis après, vous viendrez voir ce qu'ils ont fait, mais sur vidéo, parce que j'avais loué l'appareillage pour faire la vidéo. Quand j'ai vu le contenu, j'ai dit, ouf! Les profs ont dit, mais c'est effrayant. Si ça avait été contrôlé, tout ça, ça n'aurait pas été comme ça. Alors, Jacques me disait, oui, mais ça ne peut pas être contrôlé si on veut savoir ce que les enfants ont dans la tête, dans le cœur, dans l'âme. Il faut les laisser parler. Mais comment on faisait? On était jeunes, c'était une énergie folle. Parce que tu ne peux pas... quand tu comprends que pour exister comme artiste, c'est toi qui dois d'abord avancer. C'est très rare qu'on ait cueilli comme ça, comme une pomme ou comme une fleur au milieu d'un champ. C'est très rare. Tant mieux si ça peut arriver à certains, mais c'est très rare. Et tu comprends qu'il y a tout un travail d'ombre que le public n'a pas besoin de connaître ou de voir, mais pour briller sur un plateau, comme je le disais tout à l'heure, c'est beaucoup par moments des fois d'abnégation, beaucoup d'intelligence, de finesse dans le travail, d'être capable de calmer l'angoisse de l'acteur ou ton angoisse, l'incertitude, parce que tu peux travailler avec les maquettes, mais tu passes d'une fiction à la réalité, à une matière, tu comprends? Mais comme peut-être j'ai toujours aimé les objets anciens, les armoires, les vieilles moulures que je ramassais, les vieux poteaux, je pense que très rapidement, puis grâce à mon beau-père, qui aurait sûrement été un architecte formidable, j'ai appris la construction. C'est le père de Suzanne qui fabriquait les décors. Parle-moi de ça. Il avait conçu à partir des plans de Corriveau que tout puisse se déboîter et puisse sur un support s'empiler. Et puis avec une toile, on partait comme ça. Puis on mettait dans le coffre les deux sources pour le son, si tu veux, puis le bon, ça va. Et puis, il nous avait monté comment monter, les charnières. C'était un homme qui était très ingénieux, si tu veux. Puis je me souviens, les périodes où c'était difficile, quand Suzanne était découragée, disait, il faut tenir. C'est comme vous bâtissez une entreprise, Suzanne. C'est une entreprise. Il faut tenir. Il nous a énormément soutenus physiquement, en nous aidant vraiment, en construisant, en prêtant la voiture. Lui allait travailler en bus au centre-ville, à la Sunlight, et puis en nous faisant comprendre petit peu par petit peu la notion d'entreprise et d'entrepreneur aussi. Artiste-entrepreneur.
On regarde pour voir, bien, ça a été un des hits du Théâtre de l'Œil après. L'Auto Soleil, c'était bien reçu aussi, mais je veux dire, au niveau de la durée, là, c'était un spectacle qui voulait initier les enfants à fabriquer des marionnettes à partir de matériel de récupération, de vieilles bouteilles, de plumeaux, de tata. Alors, il y avait 2 enfants. Moi, je jouais l'enfant. J'étais quand même plus jeune à cette époque-là. Puis il y avait Marjolaine Jacob, qui était là à ce moment-là. Et on jouait on a fait 3 sketchs différents, de différentes techniques, de marionnettes à tige, des ombres chinoises, marionnettes à fil, qui démontraient un peu, mais en jouant tout ça. Puis ça, c'était, bon, donc on regarde pour voir, mais c'est un spectacle qui a joué beaucoup, 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 qui a eu un des titres de critique que j'ai le plus aimé de toute ma carrière du Théâtre de l'Œil. C'était de la récupération comme un des beaux-arts. Je trouvais ça, c'était fort. Et là, en 1983, vous êtes sélectionné par le gouvernement canadien pour aller jouer ce spectacle-là en Chine. C'était un échange culturel. Donc, on a joué dans 5-6 villes, Shanghai, Pékin, Hangzhou, je ne sais trop. Ça a dû faire des jaloux. Micheline Legendre, comment il voyait ça? C'était pas une dame très facile. Puis, mais nous, au Théâtre de l'Œil, ça a toujours été très cordial. Elle a toujours... Puis même, puis pourtant, elle avait une raison de nous en vouloir à quelque part. Ça devait être elle qui allait faire ça. Puis c'est au gouvernement qui ont décidé que non, ça ne serait pas Micheline Legendre, ce serait une nouvelle compagnie, puis ce serait le Théâtre de l'Œil. Et bon, c'était très particulier, effectivement. C'était un drôle de choix qu'elle avait fait. Moi, je me plains pas, parce que... Mais c'est sûr que les enfants, ils ne comprenaient pas trop la récupération, parce qu'ils n'étaient même pas rendus à la consommation. Fait que là, maintenant, ils comprendraient mieux, je pense. Puis juste pour qu'on comprenne bien, c'était quoi le contexte en Chine à l'époque? Bien, c'était la première tournée après la Révolution culturelle canadienne. Donc, c'était une époque assez où c'était tout le monde avait les oreilles dans le crin. Non, mais c'était une belle expérience. C'était une expérience tellement merveilleuse. Quand on m'a proposé ça, j'ai trouvé ça très audacieux. Je me suis dit, mais nous autres, on parle pas chinois. Alors, je vais amener avec nous une interprète qui va être notre interprète à nous, puis qui va être intégrée au spectacle. C'était une blonde, une Canadienne blonde, très, très, très jolie, très loin d'être chinoise, puis qui avait un chinois parfait, parce qu'elle avait étudié en Chine, puis elle m'a beaucoup aidé dans la traduction des comment passer les choses. Alors, nous, on jouait en français, elle nous parlait en chinois, puis finalement, ce qu'elle nous disait, bien, ça résumait ça faisait comprendre qu'est-ce qui s'était passé. En tout cas, ça marchait bien. Je pense qu'ils suivaient très bien. Ça. Mais c'était très drôle parce que quand on a le premier spectacle, elle commence 2-3 répliques, là, tout le monde fait puis elle a continué, là, tout le monde se met à applaudir parce que lui, il avait un chinois parfait. Et si on revient au carrousel, à la fin des années 70, vous créez une lune entre 2 maisons pour les 3-5 ans. Une lune, c'était d'abord... c'était joué de manière très minimaliste. Ça n'avait rien à voir avec... pendant un long moment, il y avait entre guillemets un cliché du jeu jeune public. Hein? La surexpression au niveau du visage, il faut que ça bouge tout le temps, il faut jouer fort, tu sais, puis c'était Guilleret et Prime Sautier, si je puis dire. Mais alors que une lune, pour moi, j'appelais ça d'abord du théâtre de chambre. Comme la musique de chambre, qui est une musique plus intimiste, on sentait qu'avec les tout-petits, il fallait arriver à créer ça, cette intimité-là. Donc, on jouait, comme je te disais, on en prenait 35. Quand on avait à leur parler vraiment, d'aller les chercher dans le regard. Tu sais, de ne pas être comme ça, non. Les enfants n'ont rien à foutre, de dire « Ah, mon Dieu, c'est un acteur, il est beau, elle est belle. » Non. Eux, ça les intéresse ou ça les intéresse pas. Tu sais. Alors, il fallait aller là, pas de narcissisme. Mais tu joues pas dans ce spectacle-là. C'est quoi ton rôle exactement? Ben, oui, c'est-à-dire que ce qui est arrivé, c'est que c'est Léo Monger, la comédienne de Québec,
bon, qui avait fait du théâtre avec moi, aussi au Saguenay, tout ça, bon, qui avait monté le spectacle, mais comme elle travaillait énormément à Québec, tout ça, au Trident, et elle faisait... donc, c'est moi qui ai dû reprendre le spectacle, tout ça, et puis elle ne pouvait pas le rejouer, et c'est moi qui ai fait le suivi. Donc, on parlait de ton rôle. Tu deviens metteur en scène. Oui, presque malgré moi au départ. Comme ça, tu sais, par nécessité. Parce que ça prenait un regard, il fallait assurer le suivi du spectacle, être derrière les enfants, voir où est l'écoute, pas l'écoute. Oui. Ce qui était bouleversant, c'est que c'était tellement un travail économe, minimaliste. Et pour moi, c'est comme des fois les œuvres en art contemporain qui sont minimalistes, même en sculpture, tu comprends? C'était tellement épuré, c'était tellement sain, mais donc ça veut dire que la force, elle était souterraine, tu sais. Les enfants tout petits disent pas, mon Dieu, elle est formidable, tu sais, comme je disais tout à l'heure, l'actrice. Ils sont pris ou ils sont pas pris. Ils sont pris parce que tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il y a une interrelation entre le plateau et l'espace des jeunes spectateurs. Moi, je pense que c'est organique. Ils le sentent et tu le sens. À cet âge-là, d'abord, c'est l'objet transitionnel est encore très important, l'importance de l'objet qui est à soi, l'objet qui est à l'autre, de devoir partager, c'est déjà toute une aventure, c'est quelque chose. Et après ça aussi, la peur de l'inconnu. Tu sais, le monde, il est petit quand tu es petit, hein, le monde, voilà, la cellule est petite, et là, tout d'un coup, d'aller vers l'inconnu, d'entendre des bruits, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, la notion de la peur, et d'apprendre, malgré la peur, de la transgresser. Marcel Sabourin a été mon prof à l'École nationale. Et Marcel, pendant mes études à l'École nationale, a tellement parlé de l'expression des émotions que moi, j'ai demandé à la Marmaille si on ne pouvait pas travailler avec lui là-dessus, sur l'expression des émotions. C'était ça ma demande. Alors, il est venu, puis il a posé toutes sortes de questions. Et puis, ça a fini. Alors, nous autres, on a été impliqués dans son histoire de cette petite fille-là qui pleurait parce que son petit chien s'était noyé. Et puis, il y a le grand Toa, qui était joué par Daniel, qui disait « Tu n'as pas le droit de pleurer. Si tu veux devenir grande, il ne faut pas que tu pleures. » Alors, tu sais, il y avait tout ce côté-là. Moi, je jouais la Moa. Soa était jouée par France. Elle, quand Moa se regardait dans le miroir, Soa sortait du miroir. Et c'était incroyable. Et Soa essayait d'expliquer à Moa qu'il fallait qu'elle pleure, Moa. Ça lui ferait du bien. Parce qu'il va y avoir des ballons de stress qui vont péter dans ton ventre si tu pleures pas. Alors, elle disait des choses comme ça. C'était quelque chose. On l'a joué dans des gymnases, évidemment, avec l'éclairage du gymnase. Mais on l'a joué aussi dans des salles où il y avait de l'éclairage. C'est ça qui est On l'a joué en Europe. C'est ouvert la maison théâtre. Oui, j'ai ouvert la maison théâtre avec ça, mais on a joué en Europe, puis on a joué en Angleterre, à un moment donné, dans le théâtre, il y avait l'éclairage. En anglais, on jouait en anglais et en français. Généralement, les tournées du Théâtre de l'Œil, ça ressemble à quoi? Au Québec, au début, c'est vraiment au Québec. On tournait beaucoup, on jouait des 200, 300 shows par année. Puis pas toujours dans des conditions évidentes. Bien, comme tu racontais, là, dormir dans le gymnase, se faire réveiller par 300 enfants pendant que tu te brosses les dents. Ça garde en vie. Ouais. Ça aide à rester modeste. Le directeur artistique de la Place des Arts, Henri Barras, aimait qu'il y ait la fin de semaine, le dimanche, je crois, peut-être le samedi aussi, des spectacles dans le hall du Piano Nobilé. Donc, comme on jouait dans les... et il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Il y avait un besoin, là.
Puis on le vivait aussi, tu sais, André Laliberté, moi, tu sais, au piano nobilé de la Place des Arts. Le théâtre était derrière nous, les vraies salles, tu comprends? Mais on était quand même dans le hall, dans le foyer, tu comprends? Et il y avait du monde, mais à un moment donné, il y avait tellement de monde, il y a une limite, c'est-à-dire une centaine d'enfants, ça pouvait aller, mais quand tu es rendu à 105, quand tu es à 200, puis que les enfants sont déjà plus loin, tu sais, ben à un moment donné, tu rêves aux conditions optimales, tu comprends? Et puis pour moi, s'il n'y a pas le travail de la lumière, tu comprends? S'il n'y a pas le travail de spatialisation du son, ben, tu sais, les deux sources sont de chaque côté. Il ne faut pas que ce soit trop fort pour pas assourdir le public, tu comprends? Mais tu sais, on se débrouille, mais tu n'es pas dans une vraie relation, pour moi, complète avec un spectacle. Puis est-ce que vous voyez le travail des autres? Oui, 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 non, non, oui, oui. Non, plus que maintenant. Je pense qu'on se préoccupait plus de notre milieu. On est en train de le construire. Puis comme je te dis, cette époque-là, c'était difficile, très difficile, mais c'était exaltant. Puis c'est parce qu'il y avait de l'espoir. Il y avait de l'ouverture, il y avait du possible, ce qu'on sent moins de nos jours. Moi, je pense qu'on était très collés, on partageait pas toujours les goûts de tout le monde, c'est pas ça. Mais je pense qu'on était respectueux. Il me semble que c'était plutôt chaleureux. Tu en gardes une impression de solidarité? Oui, 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 oui. Bien, la preuve de la Maison Théâtre, la preuve de solidarité, c'est bien ça. La Maison Théâtre, ça n'a pas été évident au début. Là. Non, pourquoi? Bien là, on partait de loin. Là. C'était quoi l'impulsion pour fonder la Maison Théâtre? C'était dans les journaux, c'est le théâtre, le pissenlit, qui s'annonçait être le théâtre national jeune public ou pour enfants, je pense. Puis là, on s'est dit non. Le théâtre national jeune public, ça va être l'ensemble des compagnies. On va faire quelque chose. Puis là, c'est là qu'il y a Pierre, qu'il y a Daniel Meyer, Gervais Gaudreau et moi qui sont réunis. Puis avec d'autres mondes aussi. On n'était pas tout seul. Il y avait, comment il s'appelait, François Sainte-Marie, qui était un homme d'affaires. Il y avait le frère de Suzanne Lebeau, Maître Lebeau, qui était là depuis longtemps. Il y en avait d'autres, il y en avait plein de monde. Puis c'était long, 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 long. Puis tout le monde nous riait de nous. Puis tout le monde disait, vous allez vous chicaner, ça ne marchera jamais. Ça se peut pas, vous allez vous chicaner. Pourquoi on chicanerait? Vous vouliez un lieu? Oui, ça c'est sûr qu'on a voulu un lieu. Oui, on l'a imaginé. Évidemment, on l'a imaginé d'abord ici, qui n'était pas ici, qui était dans une salle du cégep, le Tritorium. Et puis, ben, on s'est dit, c'est pas tout à fait ça, le Tritorium, c'est pas ça qu'on veut tout à fait. Il faudrait quelque chose de plus adaptable à des enfants, à des parents et des enfants. C'était pas très... Mais c'était déjà quelque chose, c'était une salle. C'est avec l'éclairage. C'était déjà quelque chose. Oui, il a fallu quand même créer la Maison Théâtre en préfiguration avec le ministère. Quand on les a rencontrés au départ, bon, il y avait bien l'agent culturel qui était là quand même. Il y avait une sensibilité, lui. Mais il y a eu tout un boulot. C'était pas... Il y a eu du boulot, là. Du boulot, des rencontres. On était bien... Tu sais, on était préparés, tout ça, mais il fallait qu'on tienne le morceau, si tu veux. Tu sais, on l'a eu parce qu'on y a travaillé très fort. Vraiment. Il y a eu vraiment 3 compagnies, mais après, on a voulu rallier le milieu. Le milieu, il y en a qui avaient peur que ça coupe des matinées scolaires. Il y a eu, tu sais, mais quand ils ont vu les gens, on a pris le temps de les rencontrer, qui se fassent à cette idée-là, qui s'apprivoisent aussi à ça et qui réalisent aussi que la Maison Théâtre, pour nous, on disait, c'est pas un moins, c'est un plus. Il y avait des réticences. Il y a eu des réticences, bien sûr. Tu sais, souvent, tout ce qui est nouveau, qui n'existe pas, peut créer de l'étonnement puis des réticences, bien sûr. Bien sûr. Mais nous, on était déjà 3 compagnies. On accueillait des publics en salle. On savait que c'était possible. C'était comment le Tritorium? Ben écoute, c'était un gouffre entre le spectacle qu'il fallait, mais on s'en accommodait, si tu veux. Le procédium n'était pas équidistant, donc quand il y avait un axe, c'était... la salle était divisée, les bancs étaient raides, on était collés sur la... C'était...
c'était très plat, il n'y avait pas cette montée-là, tu comprends? Il y avait le balcon, c'est tout, mais on ne pouvait pas placer les enfants au balcon puis personne au parterre. Disons que c'était la pire salle, mais on y est arrivé. Parce que est-ce que le jeune public était moins bien considéré à l'époque? Bon, oui, c'était considéré comme de la récréation. Là. C'était comme. C'était pas sérieux. Faire du théâtre pour les enfants. Oh, tu sais, c'est du jeu. C'est pas, mais c'est sûr qu'on était considéré comme ça. On le sait longtemps. Puis le fait d'avoir une salle, tout à coup, d'avoir pignon sur rue. Déjà d'avoir pignon sur rue, de voir que on attirait évidemment des comédiens avec leurs enfants, on a eu comme une notoriété à ce moment-là, quand on s'est mis à jouer dans cette salle-là. Tu sais? Ça a aidé à la professionnalisation. Oui, oui, ça a aidé beaucoup. Vous pensiez que ça allait marcher, de s'associer entre compagnies, puis Oui, de fonder oui. un théâtre? Puis c'était pour le mieux du jeune public, puis ça allait nous développer, puis qu'on allait être ailleurs dans les maudits gymnases. Ben là, on avait un vrai lieu, des spots, pas 3-4 cacanes qu'on installait comme on pouvait, tu sais, des conditions professionnelles pour développer nos spectacles de façon plus professionnelle. C'est ça. Ben, je pense que ça a professionnalisé notre métier, puis que tout s'est professionnalisé autour de nous. Bon, c'est sûr que ça a des inconvénients, c'est les temps de montage, tout ce qui vient avec, mais en même temps, ben, je pense que c'est mieux que ce que c'était, surtout pour les spectateurs. Quand tu étais dans un gymnase assis par terre, tu n'avais pas nécessairement le sens là, d'être dans un lieu magique. Tu as mal aux fesses, puis, tu voyais mal parce qu'il y en avait un plus grand devant de toi. Tu te montais sur tes genoux, puis il y en a un autre qui essaie de monter plus haut. Puis aussi, c'est tout le milieu qui s'est développé. Toute la diffusion s'est développée partout. Je pensais beaucoup grâce à la maison théâtre. Comme on a servi d'exemple, puis on a dit oui, c'est vrai, ça se peut, on va faire des matinées scolaires. Puis au lieu que nous, on fasse 12 écoles, bien, 12 écoles viennent nous voir, dans des bonnes conditions. Puis ils voient, puis ils ne sont pas assis par terre. Mais la maison théâtre, ça a changé quoi dans la dynamique du milieu? On avait pignon sur rue. Je pense que globalement, le milieu du théâtre jeune public, c'est de plus en plus professionnalisé. Et donc, les projets artistiques ont pris de l'ampleur. Le désir d'abord, bon, c'est bien de jouer comme ça dans un gymnase d'école, tu sais, ça a une fonction, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand on peut faire le travail de lumière, le travail de spatialisation du son, il y a plein d'autres choses autour, tu comprends, de la mise en scène d'un spectacle qui crée une enveloppe qui permet de créer un monde, si tu veux. J'étais conscient qu'on faisait quelque chose d'important, de primordial. Il fallait qu'il soit fait. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce que ça deviendrait, des conséquences. Dans ce sens-là, je suis très fier. Il existe peu de tandems artistiques forts comme Suzanne Lebeau, Gervais Gaudreault. Comment est-ce qu'on apprend à se définir en dehors du tandem artistique? Ben, d'abord, on est face à un autre artiste. C'est les autres qui nous définissent comme un tandem. On ne se dit pas on est un tandem. Tu es devant une artiste, je suis un artiste et on est en relation de travail. Je travaillais beaucoup avec elle après sur les textes, des fois certaines coupures, des trucs. Puis quand elle voyait le premier œil expérimental, Suzanne n'a pas de complaisance par rapport à son écriture. Il faut dire que, tu sais, les textes arrivaient tellement achevés que j'étais aussi un privilégié, moi. Écoute, les acteurs, le plaisir que les acteurs avaient, Mireille Thibault dans Le Grelet, qui disait que c'était le rôle le plus complet comme actrice qu'elle avait eu à jouer, en termes de registre de jeu. C'est quand même formidable qu'une actrice dise ça. Mais ça, c'est dans l'écriture. Moi, mon travail après, c'est de lui permettre d'y aller, et quand elle n'y va pas complètement, savoir qu'elle peut y aller, lui dire, Mireille, et tu dois y aller, là. Et ils y vont. J'ai fait mon travail. C'est aussi simple que ça. Je savais que j'étais bien formé. J'aime l'exigence. Ça m'a aidé énormément de faire un cours classique,
d'apprendre. Peut-être que tu apprends aussi quand tu apprends à lire le grec, le latin, même si je n'étais pas très bon dans les versions, tout ça, parce que j'étais trop distrait, moi. Je voyais les lettres, puis je voyageais, mais tu sais, les cours d'histoire de l'art que j'ai eus, d'avoir vu les diapositives de la grotte de Lascaux, pour mon travail de metteur en scène, ça vient de ma formation, si tu veux. D'avoir eu le privilège de chanter si jeune, de faire ce cours classique-là qui était quand même un cours d'humanité. Écoute, j'avais des cours, comme je te disais, de français, d'allemand, d'italien, et de comprendre dans chaque langue, d'aller chercher. Peut-être qu'après, ça m'a aidé à développer mon oreille, ça, probablement. C'est mon oreille qui s'est développée. Donc, par l'oreille, j'entends le territoire de l'acteur. Et toi, à quel moment tu t'es consacré à la médiation? Ça a été plus tard. Il est arrivé un événement. On a joué à un moment donné un spectacle qui s'est appelé Leitmotiv, qui racontait l'histoire d'un couple séparé par la guerre. Hein? Et tu avais une chanteuse d'opéra qui chantait magnifiquement bien. Il y avait des images chez Yves Dubé qui faisait... C'était très, très beau. Mais moi, j'avais participé à une discussion avec eux, puis à un moment donné, ils m'ont dit, c'est bien beau, mais nous autres, on ne fera pas venir de monde à Trois-Pistoles, à Rivière-du-Loup. Notre chanteuse d'opéra n'est pas connue. On n'est pas des gens connus. On ne vendra pas de tickets. Non. Alors moi, j'ai dit, je vais penser à quelque chose pour faire en sorte que le public vienne vous voir. Et là, c'est là que j'ai dit à ma gang, cette idée-là, c'était d'offrir au public pendant l'entrée un pré-spectacle sur le même thème que Leitmotiv, mais avec des amateurs qui viendraient de la communauté, des amateurs en jeu, des amateurs en art visuel et en musique. Alors, ce qu'on faisait, évidemment, c'est beaucoup de travail. On a eu des subventions pour ça. Alors, disons, je te dis le Bécomo. 3 semaines avant ou un mois avant, j'appelais la personne responsable de la diffusion et je disais, je veux travailler avec des amateurs, des gens qui font du théâtre amateur à Bécomo. Peux-tu me nommer qui s'en occupe? Je vais les appeler. J'ai besoin d'une chorale ou j'ai besoin, pas seulement d'une chorale, ou d'un ensemble musical. Peux-tu me trouver ça? Je vais les appeler. J'ai besoin d'artistes visuels. Alors moi, ce que je faisais, c'est 3 semaines avant, avec France, ma complice. Avec France, on allait, 3 semaines avant, travailler sur le thème du spectacle qui était la guerre. Alors, j'avais choisi, en me promenant à la bibliothèque et dans les librairies, un livre de la journaliste Anna Cataldi, « Lettres écrites à Sarajevo ». Et j'ai dit, ces lettres-là vont être mimées dans le hall d'entrée pendant l'entrée du public. Alors, moi, 3 semaines avant, je travaillais avec des gens. Alors, devant chaque personne, tu pouvais avoir une chandelle. On parlait de guerre, on parlait de mort. Une chandelle avec un lutrin, puis sur le lutrin, il y avait la lettre. Alors, les gens arrivaient devant ce statuaire mobile, ils regardaient, ils lisaient la lettre. Et moi, ce que je demandais aux comédiens, c'est pas compliqué ce que vous faites. Vous partez d'une position statue des personnages que vous avez choisis dans la lettre et vous faites des actions au ralenti pour que le monde vous regarde. Si vous le faites vite, ils ne vous regarderont pas. Il faut que vous soyez là. Et je demandais à la chorale, pas de mots en français, pour ne pas nous distraire la lecture des
des lettres, et je disais, si vous avez à les faire chanter dans une autre langue, ça me dérange pas. Ça impliquait des gens de la place, et les journalistes, quand ils viennent nous rencontrer, ils parlaient non seulement du spectacle, mais des gens de Bécomo qui s'investissaient dans ce travail-là. Et les jeunes ou les adultes qui étaient là-dedans, parce qu'il y en avait de tous les âges, eh bien, quand ils le faisaient, bien après ça, ils voyaient les comédiens, ce qu'on a fait dans le spectacle. Alors, ils voyaient la création, qu'est-ce que ça demande. Des rencontres avec des enfants, j'en ai eu beaucoup des marquantes. Comme un spectacle que j'ai adoré faire, c'est Le secret de Polichinelle. Oui. Alors, je jouais mon rôle. Dans le fond, je faisais un Geppetto. Puis, j'étais dans mon atelier, puis c'était une démonstration sur différentes techniques. C'était un peu une reprise de Regarde pour voir, mais à un autre niveau, sur des différentes techniques. Puis, à un moment donné, je faisais un jeu d'ombre. Puis moi, j'étais là comme le narrateur. J'étais à peine éclairé, mais je sentais très bien la salle. Puis à chaque fois, on s'était inspiré d'un conte de Kipling, comment l'éléphant a eu sa trompe. Puis à chaque fois que je comptais ce conte-là, j'avais l'impression que j'avais 300 enfants sur mes genoux. Vraiment, c'était très touchant. Non, c'était vraiment magnifique. Pour moi. Ça l'impliquait au niveau de la création. Parce que le petit morceau qu'ils ont fait dans le hall d'entrée, qu'ils ont répété plusieurs fois, ben c'est eux qui l'ont créé. Nous autres, on les aidait s'il y avait des problèmes, mais c'est eux qui l'ont fait. Alors, vous voyez, nous, on a créé des choses. Vous aussi, vous créez. Mais c'est différent. Et vous êtes capable. Alors, la médiation culturelle, dans la médiation culturelle, il y a une partie où le public doit créer à partir de ce qu'il voit. Nos premiers spectacles étaient plutôt naïfs, à quelque part, dans la forme. Pas toujours dans le fond, mais dans la forme, c'était plutôt naïf. C'était pas... plus ça a avancé, plus on est devenu sophistiqué, on a eu des techniques plus pointues. Au départ, c'était plutôt artisanal, effectivement. Qu'est-ce qui m'anime? Le désir de faire bouger, de faire... puis qu'on y croit. C'est ça. C'est dans ce sens-là, je disais, le public a bien joué. Alors, parce que quand tu es assis dans une salle, tu sais très bien que ce qui est devant toi, c'est un paquet de guenilles, de la broche, des bouts de bois, puis tu y crois. Tu acceptes. Donc, tu joues, toi aussi. Le spectateur dans un théâtre de marionnette, il manipule, lui aussi. Il accepte. Mais vous avez aussi développé plein de techniques différentes pour aider à faire croire. C'est notre force et notre spécificité. C'est de développer justement des techniques de fabrication, des mécanismes, c'est la passion de Richard Lacroix qui a travaillé beaucoup. Il y a des marionnettistes au Théâtre de l'Œil comme Jean Coming qui était vraiment un spécialiste, qui est devenu à cause du Théâtre de l'Œil un spécialiste des mécanismes. Tu sais. Non, je pense que c'est un aspect puis malheureusement qui se perd beaucoup. Parce qu'il y a nulle part, on enseigne. Il y a des rôles qui peuvent se promener énormément dans le corps de l'acteur. Il y a des rôles qui sont plus unidimensionnels, qui sont une seule chose. C'est un personnage qui est juste autoritaire et violent. Mettons, c'est OK, tu es obligé de travailler dans cette chose. Mais est-ce qu'à un moment donné, il va complètement disjoncter et devenir dans une fragilité ou avoir un vertige? Là, il va être obligé d'aller ailleurs. La voix a autant de possibilités que le corps physique de l'acteur. Donc, je parle de la physicalité de la voix. Il y a une physicalité dans la voix. C'est intéressant parce que si tu joues en anglais, c'est beaucoup plus factuel, c'est beaucoup plus dur. En français, c'est les voyelles. En italien, comme je te disais, tu as le temps l'impression de surjouer. C'est tellement lyrique. Piccolo mio. Puis si tu le fais pas comme ça ne marche pas. Tu peux pas faire piccolo mio, c'est flat. En même temps, c'est un art modeste. Ben, ça l'était, de moins en moins. On voit de plus en plus les marionnettistes. Mais dans mon temps, on disait toujours « cache-toi, cache-toi ». Il faut être modeste pour faire de la marionnette. Un bon marionnettiste, c'est petit égo et gros bras. On a appris à ne pas avoir peur de ce public-là, à ne pas avoir de préjugés, à vraiment prendre le temps de développer notre projet artistique et à y aller sans a priori
et après d'écouter, de les rencontrer. Et souvent, la réaction nous propulsait après. On a réussi, Suzanne et moi, en dehors des modes, des moments. On est resté des artistes libres. Et nous l'avons assumé. On a été privilégiés, je pense, de se centrer là-dessus. Je pense que c'est, oui, d'être des artistes libres et de ne pas répondre de manière primaire à des lois du marché. On est d'abord des artistes, on propose quelque chose et on doit aller où est le désir, en sachant qu'on aime mieux, comme je disais, être désiré dans la vie que pas désiré. Mais il faut accepter des fois qu'il y ait le non-désir aussi. On est libre, il faut que ceux qui accueillent ou pas le spectacle soient libres aussi. Ça, c'est une sorte d'équité. C'est comme dans la vie. Qu'est-ce qui te fascine encore dans ce moyen d'expression-là? Bon, je sais pas, c'est la fantaisie, tout est possible, tout est possible. On peut tout montrer, on peut tout imaginer, on peut tout suggérer. Puis, enfin, je sais pas, peut-être parce que je suis resté un enfant. De toute façon, moi, j'ai jamais fait d'atelier avec des enfants pour savoir s'ils comprenaient, s'ils comprenaient pas, qu'est-ce qu'ils voulaient pas. Parce que je me suis toujours servi de mon enfant à moi, qui est toujours là, quelque part. Puis, j'aime ça, j'aime-tu pas ça, je comprends-tu pas. La carcasse vieillit, c'est sûr, mais l'âme d'enfant reste là. Est-ce qu'il y a un leitmotiv dans ton œuvre? C'est quoi le fil rouge? Ce que j'ai constaté, c'est que souvent, dans le spectacle, il y a la mort. Il y a beaucoup de spectacles. C'est vrai? Des fois suggérées, mais des fois évidentes. Ouais. Tu l'as frôlé à quelques reprises? Oui, je la connais. Je la connais. Je me sens à 82 ans avec des désirs qui sont les mêmes que quand j'étais plus jeune. Les jambes marchent moins vite. Et puis, je veux dire, là, je fais de la médiation culturelle pour la ville de Longueuil souvent. Je propose des projets. Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais si j'ai envie de le faire, je vais le faire. Mais c'est sûr qu'il faut bien les travailler, et puis il faut que les gens puissent embarquer. Puis pour que les gens embarquent, il faut que tu te prépares bien. C'est sûr qu'il faut travailler avec des bonnes équipes. Tu n'es pas tout seul à faire ça. Il faut qu'il y ait du monde qui y croit avec toi. Si le monde qui travaille avec toi, il ne croit pas, là, c'est bien une valeur, mais c'est difficile. Puis surtout que la médiation culturelle, ça s'adresse à tout le monde. Alors, je ne choisis pas des enfants ou des adultes meilleurs que d'autres, là. Il faut que les gens aient envie d'embarquer. C'est quoi vieillir comme artiste? Ben, c'est pas vieillir. Si on reste artiste. Donc moi, je pense que c'est pas trop difficile jusqu'à maintenant. Enfin, on verra. Puis, enfin, sans prétention, je suis très content de ma vie. Puis j'ai eu des reconnaissances que peu ont eues, tu sais. Puis ils me disaient pourquoi moi, puis il y en a plein d'autres qui auraient dû l'avoir aussi. Moi, je l'ai eu. Ben, tant mieux, je suis content. Ça prouve que c'était pas si pire. C'est sûr que comme toute personne de mon âge, ben, je suis pessimiste pour l'avenir, mais ça, des marionnettes, je parle. Ouais. Oui. Oui, des fois, je me pose des questions, mais c'est pas seulement ici, c'est un peu partout. C'est qu'on néglige de plus en plus des techniques traditionnelles. On est toujours dans l'objet ou Puis je suis pas contre, là, mais rien que ça. Il va manquer quelque chose à un moment donné. Puis là, maintenant, c'est l'humain qui prend la place sur la marionnette plutôt que la marionnette qui mène. Ça peut être ça aussi de temps en temps, mais rien que ça, il manque quelque chose. Puis surtout, il y a des choses qui vont se perdre. Des techniques qui vont se perdre, des façons de faire, des façons de penser aussi. Enfin, là, je fais mon vieux. Là. Si tu avais quelque chose à dire au jeune André qui commençait, là, qui débutait le théâtre de l'œil. Hey, tel toi, t'as pas fini. Qu'est-ce que tu dirais au Gervais qui commence, là, qui vient de se faire mettre à la porte de l'École nationale de théâtre? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Moi, j'avais cru que le seul chemin, c'était une école. J'étais probablement très scolaire. Je pense que je lui dirais, continue ton chemin, tout simplement. Quand tu travailles avec les enfants en théâtre, il ne faut pas que tu les oublies. Il faut toujours que tu fasses le lien avec tes jeunes spectateurs. Comment ils perçoivent ça?
s'ils étaient à la place du protagoniste, du premier rôle ou de l'enfant, comment ils auraient vécu ça? C'est ça qui est important pour moi. Que tous, ils vont s'en rappeler, qu'ils ont travaillé sur la tristesse, sur l'inquiétude, ils vont s'en rappeler. J'ai voulu donner la parole aux enfants qui n'en avaient pas de parole, qui ne pouvaient pas parler, pour différentes raisons. C'est ça que j'ai fait. Des spectacles comme On n'est pas les enfants d'école, comme Pleurer pour rire. C'est toujours la même chose, c'est l'expression des émotions. C'est l'enfant qui n'est pas capable de travailler à l'école parce qu'il a peur de se tromper, il a peur d'avoir des mauvaises notes. Dans Pleurer pour rire, tu vis des émotions, mais tu n'es pas capable de les exprimer. Il y a aussi la découverte. Quand on a fait Parasol, on est allé regarder dans les bidonvilles John Duras, les enfants. On a fait des ateliers avec eux. Et on essayait de voir comment on pourrait transposer ce qu'on a vu. Alors, puis là, c'est devenu Parasol. Mais... Et toi, le chemin, c'est quoi le fil rouge que tu vois quand tu regardes tout ton parcours? C'est des questions. Je suis une poseuse de questions. Je considère que je suis une poseuse de questions, mais je ne donne jamais les réponses. Tu les laisses aux autres. Aux enfants.